Et pour commencer cette revue de presse, direction la Corée du Nord. Et Jean-Yves, on va voir que BFM se plaint de la propagande matinale en Corée du Nord. La propagande du royaume des Kim s'immisce dans le quotidien des Nord-Coréens. Dès leur réveil, chaque matin, des groupes de femmes au foyer encouragent bénévolement les travailleurs au rythme de chants patriotiques. Alors nous, on n'a pas besoin de jeunes filles qui encouragent les travailleurs le matin en matière de propagande. On a France Info, on a France Inter, on a BFM, on a Europe 1, on a le JDD, on a Paris Match. D'ailleurs, je me suis laissé dire que Kim Il-jong admirait beaucoup le système de propagande français. C'est vrai que la différence avec les Nord-Coréens, c'est que nous, on n'a pas pleinement conscience qu'on est en dictature. C'est l'apparence de pluralité, ouais. Mais qui est une pluralité dont la source est unique. En parlant de pluralisme, on va regarder la séquence de la semaine, une des séquences de la semaine. C'était durant l'entretien de Sonia Mabrouk sur le plateau de Quotidien face à Yann Barthès. Et vous allez le voir, elle a de la répartie. Vous allez me répondre non, mais est-ce qu'il y a une idéologie à CNews ? Une idéologie ? Ouais. Non, absolument pas. Pas Il y en a une à Quotidien ? Non, pas spécialement. Vous êtes sûr ? Ouais. Bon, bah alors même chose à CNews. Donc, vous semblez en douter ? Pas du tout. Non ? Éric Dupond-Moretti en pense aussi, Tout le pense comme aussi. vous ne doutez pas. Donc quand on dit que CNews est une chaîne de droite, c'est faux ? Non, c'est faux. Enfin, qu'est-ce qu'une chaîne de droite ? Moi, j'ai pas un plateau où je n'ai pas eu à la fois, ce matin encore, à la fois des gens de gauche, de droite. Enfin, c'est une chaîne d'opinion et de débat, ça c'est sûr. Voilà, alors, vous savez qu'est-ce qu'un égoïste ? C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Et qu'est-ce qu'un idéologue ? C'est quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Ça, c'est la définition de Quotidien. Et Sonia Mabrouk a tout à fait raison. CNews est une chaîne d'opinion au pluriel. Ouais. D'opinion, car il y a des opinions diverses. Alors que la majorité des chaînes sont des chaînes d'opinion, au singulier, oui. D'opinion politiquement correcte. Et quand Yann Barthès dit il n'y a pas d'idéologie à Quotidien, bon, c'est un beau bobard. Hein. C'est la déconstruction par le dénigrement, globalement, l'idéologie de Quotidien. Voilà. Ouais, et puis sur le plateau de Quotidien. Et ricanement. C'est déconstruction, dénigrement, ricanement. C'est une idéologie. Ouais. Voilà. Bon, Pour commencer cette émission, bien, c'est l'image de la semaine. Et cette image, c'est celle de cet enfant sur le plateau de Quotidien. J'étais pas bien dans mon corps et je me disais à maman des idées suicidaires tellement que j'étais pas bien dans mon corps. Et un soir, j'ai dit à maman, je suis une fille. Et là, elle a... Yeah. Ouais, c'était un peu ça, c'était très bien vu. C'était un énorme soulagement pour eux. Racontez-nous. Oui, alors Nicolas, vous avez bien fait de flouter l'image de l'enfant parce que ça met très mal à l'aise. Un enfant de 8 ans qu'on propulse sur le plateau de Quotidien, c'est de l'exhibitionnisme sordide. En plus, cet enfant, on voit qu'il utilise des éléments de langage. Je me sentais mal dans mon corps, j'avais des instincts, des pulsions suicidaires. Ce sont des éléments de langage qu'on lui a appris, probablement que la mère lui a appris, et qui est ravie, elle est ravie de se faire de la publicité, finalement, je suis pas certain sur le mal de son enfant. Mais moi, je le dis parce que c'est ignoble. Qu'est-ce qui se passe là ? On a peut-être un cas sur 10 000, un cas sur 100 000, un cas sur 500 000 d'enfants qui effectivement peuvent se poser des questions. Mais actuellement, on pousse les enfants à se poser ce type de questions et on met en épingle des cas extrêmement rares pour essayer de les faire se développer. Et nous avons affaire là, parfois, vous savez, nous utilisons régulièrement l'expression média de propagande. Eh bien là, nous avons affaire à un média de propagande chimiquement pur, puisqu'on veut, au fond, perturber tous les enfants, se faire poser des questions que certains peut-être se posent, mais qu'un infiniment plus grand nombre ne se posent pas. Nous avons des médias
chimique, de propagande chimiquement pure, parce que c'est pas seulement quotidien. Cet enfant, on l'a vu aussi sur d'autres chaînes de télévision. On retourne vers ce fameux Pierre-Jean Chalençon, qui a donc été mis en cause, et il a déclaré qu'il s'agissait d'un poisson d'avril. Eh bien, mon cher Brice, je pense que, franchement, c'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et j'avoue que, franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien, ils n'ont rien compris. En tout cas, c'était un énorme poisson d'avril. L'avocat de Pierre-Jean Chalençon a donc plaidé l'humour, et eh bien, cela a suffi à convaincre les journalistes de BFM. On peut considérer d'une certaine manière que l'affaire est close, hein, après ces propos de cet avocat qui dit donc que c'était de l'humour, mais j'imagine que la journée a été compliquée pour le gouvernement. Mais c'était donc de l'humour, selon l'avocat de Pierre-Jean Chalençon, dont je vous ai raconté tout à l'heure la première réaction à cette affaire qui est désormais close. Alors, elle est très intéressante, cette vidéo, parce qu'on voit que la journaliste, elle reprend des éléments de langage. Des éléments de langage gouvernementaux, peut-on penser, ou de BFM, mais enfin, c'est un peu pareil, puisqu'elle dit à plusieurs reprises, l'affaire est close. Ouais, c'est une affaire close. Ouais. Donc, voilà. Et donc là, on est dans une opération de colmatage, en quelque sorte, de la communication gouvernementale. C'est vraiment lunaire, et ça ressemble quand même très fortement à une belle preuve de connivence, effectivement, politico-médiatique entre le gouvernement et BFM, parce que là, c'est très, très gros. Un couvre-feu qui sera effectif dès ce samedi et qui aura lieu donc tous les soirs et toute la nuit entre 21h et 6h. Un couvre-feu, Jean-Yves, qui durera pendant au moins 4 semaines, a annoncé Emmanuel Macron. Oui, alors le couvre-feu, c'est pas une mesure tout à fait anodine, hein. C'est une atteinte profonde aux libertés. On aurait pu penser que les journalistes feraient preuve d'un petit peu de mordant. On a eu des journalistes de cour. Monsieur Boulot est très, très terne, il faut bien le dire. Madame Lapix est à la ville l'épouse du patron de Havas, Monsieur Sadoun, donc très lié au pouvoir macronien et au pouvoir bancaire et aux multinationales. C'est pas un gage d'indépendance, évidemment. Ils ont vraiment été très, très raplapla. Pas de vraies questions mordantes, en tout cas, sur l'atteinte aux libertés, pas de questions pertinentes sur le thème vous fermez les bars, mais pourquoi pas le métro, pas de questions pertinentes. À un moment, Macron dit on va fermer les restaurants à 21h, mais ils pourront ouvrir plus tôt. Alors là, c'est la blague habituelle, là, parce que le virus, il circule pas à 18h, il circule à 21h. Pas toutes ces questions. Et puis, pas non plus de questions plus fondamentales. Pourquoi, en 6 mois, on n'a pas augmenté le nombre des lits de réanimation, puisque l'une des craintes, c'est effectivement la saturation du système hospitalier. C'est en tout cas ce qui justifie les mesures, enfin ce qui sert à justifier les mesures. Alors, c'est sans doute pas facile, mais on aurait pu au moins poser une question. Au moins, oui, les journalistes auraient pu poser cette question. Peut-être Macron aurait, j'imagine, répondu. On n'a pas posé non plus de questions sur le traitement. Alors vous allez me dire, c'est pas le président de la République qui donne les traitements. Sauf que au moment de l'affaire de la chloroquine, il y a eu une intervention de politique sanitaire interdisant pendant un certain temps de prescrire ce produit. On aurait pu demander quelle est actuellement la politique sanitaire du gouvernement. C'est pas scandaleux de poser ce genre de questions. Et puis quand même, on aurait pu poser la question des conséquences économiques, la question du financement. Oui. Parce qu'on a l'impression, là, Macron, il distribue l'argent par hélicoptère. Là. Et justement, voilà. Jean-Yves, comment est-ce qu'on va gérer cette question du remboursement de la dette ? Si vous voulez, ça va durer encore un certain temps, notamment parce que la dette publique française est garantie par l'épargne privée française et par les actifs de l'État. Donc, le jour où ça va mal tourner, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne sais pas, le jour où ça va mal tourner, qu'est-ce qui sera possible de faire ? Qu'est-ce que les créanciers de la France demanderont ? Eh bien, ils demanderont 2 choses. La saisie d'une partie des avoirs privés, c'est-à-dire l'épargne de vous, de moi, de ceux qui nous écoutent, et la vente du patrimoine public. C'est ce qui a été fait en Grèce, par exemple. La vente des aéroports, la vente des autoroutes, la vente des musées, la vente des œuvres d'art, la vente des forêts. Voilà ce qui gage
cette dette que Macron développe de manière absolument considérable et irresponsable. Oui, en sachant que là encore, les journalistes n'ont pas posé une question sur ce volet-là. C'est incroyable. Ben non, enfin, je veux dire, alors que pendant très longtemps, c'est quand même assez... Les journalistes, on a beaucoup parlé pendant très longtemps des critères dits de Maastricht, qui n'étaient pas de déficit au-dessus de 3%, au-delà de 3%, etc. Aujourd'hui, là, plus personne n'en parle. Alors, on a peut-être abusé des critères de Maastricht, mais là, on est quand même dans une forme, on pourrait au moins, pourquoi on en parlait, pourquoi on n'en parle plus, pourquoi on flambe à tout va. Alors, toujours sur le Covid, eh bien, on a cette question chez Jean-Jacques Bourdin. D'où vient le virus ? Est-ce que vous croyez à l'hypothèse d'un virus échappé d'un laboratoire ? Non, je n'y crois pas. Du Parce tout. que j'ai vu de nouvelles études, de nouvelles questions sont posées autour de ça. Vous avez vu ? Je n'y crois pas. Vous n'y Je croyez n'y crois pas. On ne trouve pas de traces dans le génome que l'on connaît bien maintenant, de traces, on va dire, artificielles ou construites par l'homme dans le génome. Donc non, je n'y crois pas. Oui, alors c'est intéressant parce que il y a en débat la question, est-ce que le virus a une origine laboratoire ou une origine naturelle ? Faut vous rappeler qu'au mois de mars, on en avait parlé déjà, c'était totalement complotiste de poser la question. Aujourd'hui, la question est posée. Bon, Karine Lacombe dit non, je ne pense pas. Elle développe un certain nombre d'arguments. Il y a un certain nombre de médecins ou de chercheurs qui développent des arguments contraires. Ça ne me choque pas. C'est le libre débat. Mais il y a 8 mois, c'était interdit de débattre, complotisme. Retour en France avec un bobard, tout simplement. Alors, à la fois drôle et triste, hein, avec ce titre de la Dépêche. Coronavirus, un premier décès dans le Tarn-et-Garonne. Et quand on lit l'article de Laurent Benayoun, eh bien, la conclusion est quand même très différente. Il s'agit d'un homme victime d'un accident domestique. Il est décédé à l'hôpital et le test au Covid a été positif, Jean-Yves. Alors ça, c'est tout à fait incroyable. Cette malheureuse personne est tombée, sans doute tombée d'une échelle, enfin je ne sais pas. Et on explique que c'est le premier mort du Covid. Enfin, ça n'a rigoureusement rien à voir. Ouais. Ce serait intéressant d'ailleurs de savoir si dans les statistiques, il figure dans les accidents domestiques ou s'il figure comme mort du Covid. C'est pas impossible qu'il figure comme mort du Covid parce que y a un protocole particulier pour les gens qui ont le Covid au niveau des pompes funèbres. Donc je ne sais pas comment il est déclaré. En tout cas, je veux dire, quelqu'un qui tombe de l'échelle, c'est malheureux, mais c'est pas lié à l'épidémie, quoi. Ouais, surtout que là, on dit bien qu'il est mort d'un traumatisme crânien et que le test Covid n'a été réalisé que parce qu'il était donneur d'organes. Donc c'est vraiment un bobard énorme, quoi. C'est pas du tout le premier décès dû au coronavirus, comme le disait clairement Laurent Benayoun de la Dépêche. Ce débat entre le professeur Hanan et Florian Philippot. Ce qui se passe aux États-Unis actuellement, où depuis quelques mois, vraiment, la pandémie a été absolument catastrophique dans vous savez, ils ont à peu près le même taux de mortalité par million d'habitants que nous. Dans le nombre de décès, mais il ne faut pas s'intéresser au taux. Non, il faut s'intéresser au nombre. Il faut s'intéresser au nombre. Au nombre, pas au taux, ce n'est pas pareil. Non, un pays qui a 330 millions d'habitants n'est pas le même qu'un pays qui a 67 millions d'habitants. C'est une question de bon sens. Que vous ayez 300 millions d'habitants ou vous en ayez 1 milliard, vous allez avoir plus quand de vous morts. avez 100 000 morts, c'est toujours beaucoup plus de 30 000. Oui, alors cette vidéo, elle met objectivement assez mal à l'aise. Parce que le professeur Hanan, c'est pas n'importe qui, c'est le chef du service réanimation de l'hôpital de Garches. Bon. Une pointure, donc. Bon, les accidents, enfin bon, bah, c'est un poste quand même, on préfère ne pas avoir à faire appel à lui, honnêtement, mais bon. Et on préfère d'autant plus ne pas avoir à faire appel à lui, que peut-être qu'il est très bon professionnellement, mais là, il raisonne de manière totalement stupide, car il est évident que quand on dit que quand on dit que le Covid aux États-Unis est catastrophique, alors qu'on n'a jamais dit ça pour la France, alors qu'aujourd'hui, il y a autant de morts par habitant en France qu'aux États-Unis, on raisonne de travers. Et quand ils disent ce qui compte, c'est le chiffre en valeur absolue et non pas le chiffre relatif, c'est d'une stupidité absolument sans nom, quoi. Alors, évidemment, ça s'explique
parce qu'il doit penser qu'il faut dire du mal de Trump, et donc Trump a géré catastrophiquement l'épidémie, alors que le génial Macron l'a bien géré. Sauf que le génial Macron, il a autant de morts par habitant que le catastrophique Trump. Voilà. Cette nouvelle, l'Élysée qui débloque 483 millions d'euros d'aide exceptionnelle à la presse. Il le mérite. Il le mérite, parce que ça fait pas cher la désinformation, finalement. Hein, si on rapporte le coût des dépenses supplémentaires, parce qu'il y a déjà des milliards, ça se rajoute aux milliards qui touchent déjà. Si on rapporte ça à la désinformation, au bobard, c'est pas cher, on en a pour notre argent. En tout cas, à chaque immédiat, on voit effectivement que c'est de l'argent bien dépensé pour intoxiquer les Français. Mais on va s'intéresser à une émission parue sur France Info qui traite du cinéma positif. On écoute tout de suite. Expliquez-nous ce que c'est précisément que le cinéma positif. Je pense que ce sont des films qui, au-delà du plaisir de la distraction, apportent une réflexion, une envie d'en savoir plus, vous remuent un peu. Ce sont tous les thèmes là dont j'entends parler dans les actus tous les jours. Ce sont tous les thèmes sur la parité, la diversité, évidemment l'écologie, le respect d'autrui, la liberté d'expression. C'est un film qui peut vous apporter. Je suis pas sûr qu'un film ou que le cinéma change le monde, mais en tout cas c'est tout d'un coup instillé. Vous savez, on est en état de rêve éveillé dans une salle de cinéma. C'est instillé dans le cerveau une idée, une suggestion, un regard différent, et puis dans le meilleur des cas, ça peut amener des gens à s'engager. Alors c'est très intéressant ce que dit Varnier, qui est un cinéaste plutôt progressiste, c'est qu'il définit le cinéma positif. Quand il dit ce que c'est que le cinéma positif, ça porte un nom. C'est le cinéma de propagande. Il faut faire en sorte que le cinéma amène les gens à bien penser, à penser comme il faut. Voilà. Ouais. C'est fabuleux, là. Alors, mais je ne sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils disent réellement. Oui, c'est vrai que c'est assez incroyable. C'est étonnant. Et puis là, le journaliste qui ne remet pas ça en cause du tout. Enfin, tout le monde pense la même chose, donc c'est normal, mais c'est assez incroyable. On va revenir justement sur les propos d'Emmanuel Le Chypre de la semaine dernière sur la vaccination obligatoire. On l'écoute. Moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire. C'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger. Et vous mettez la vôtre aussi, mais ça on peut pas vous le reprocher. Vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller au resto, vous ne pouvez pas aller au cinéma, etc., de façon à ce que tout le monde soit incité à se faire vacciner. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on ne sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi je les attends là. Appelez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Ce sont des propos tout simplement stupéfiants, hallucinants. On a déjà parlé la semaine dernière avec Jean-Yves dans cette émission. Je ne vais pas revenir dessus. Malgré tout, ce sont des propos qui ont fait réagir beaucoup de monde, tellement ils étaient excessifs. Et je crois qu'il a cherché un petit peu à s'expliquer. Justement, Nicolas, il a expliqué cette sortie hallucinante il y a quelques jours. Écoutons donc ses justifications. Donc si tu veux, moi, mes maîtres en journalisme m'ont dit il faut exagérer et simplifier. Donc oui, j'ai exagéré et simplifié. Alors j'ai employé l'expression, mais les menottes, etc. Mais franchement, c'était une image. Voilà, bien évidemment, il ne s'agit pas de le faire en vrai. Mais il s'agissait de faire comprendre quand même que, aujourd'hui, oui, moi je pense qu'il faut que la vaccination soit obligatoire, parce qu'on voit bien qu'effectivement, tous les gens qui sont contre le vaccin aujourd'hui, on ne peut plus les convaincre. Donc c'était, à un moment, il faut que la loi s'impose. Voilà, c'est tout. Et il ne s'agissait pas, évidemment, de mettre les gens dans des cars, dans des bus menottés pour aller les faire vacciner, bien évidemment. C'était une image qui était
parlante et pédagogique. Effectivement, une image pédagogique, on retrouve cette volonté toujours d'expliquer, de pédagogie propre à certains journalistes ou responsables politico-sanitaires. Ce qui est intéressant dans cette explication, c'est le vocabulaire. Mes maîtres en journalisme m'ont expliqué qu'il fallait exagérer et simplifier. C'est exactement ce que répète toutes les semaines Jean-Yves Le Gallou à cette place. Les journalistes, leur objectif, en tout cas l'objectif de certains journalistes d'une partie importante de ce corps de métier, c'est de présenter des arguments, des idées, en les simplifiant, en exagérant. Pourquoi ? Pour finalement convaincre, persuader, séduire la personne qui lira leurs propos, mais pas forcément pour défendre la vérité. On veut tout simplement faire de la propagande. Hein. C'est un autre mot, c'est des termes bien séant pour dire globalement propagande, exagérer et simplifier. Et d'ailleurs, on le voit, lui, l'idée qu'il veut faire passer avec cette exagération et cette simplification, je pense qu'il faut une obligation de la vaccination. Voilà. En fait, on a donc une idée qu'on veut faire passer au grand public et du coup, on manipule cette opinion publique par l'exagération, la simplification. Là, c'est tellement énorme, tellement visible qu'il a été critiqué, il a été obligé de se justifier. Mais il y a beaucoup de journalistes qui le font de manière beaucoup plus habile et ils n'ont pas besoin de se justifier. Pourtant, le résultat est exactement le même. Ils ont fait de la propagande, tout simplement. C'est évidemment l'image de la semaine. C'est sans aucun doute celle du mois. Et si 2021 ne s'emballe pas à la manière de 2020, c'est peut-être même déjà l'image de l'année. Le Capitole de Washington envahi par les soutiens de Donald Trump en marge de la certification de l'élection de Joe Biden. Et Jean-Yves, les images sont impressionnantes. Alors l'image impressionnante, le Capitole, il n'est pas en feu, hein, c'est juste des fumigènes, donc c'est spectaculaire. Par contre, il a été envahi, ce qui est tout à fait étonnant. Plutôt d'ailleurs de manière bon enfant, malgré tout. Ça n'a pas l'air d'être si terrible que ça. Oui, ils ont l'air de s'amuser plutôt qu'autre chose. Voilà, ce qui est un peu curieux, c'est qu'il n'y ait pas eu de sécurité pour leur empêcher de rentrer, mais ça, j'ai pas d'explication. Ce qui est un peu minable, c'est ces parlementaires là qui rampent par terre alors qu'il n'y a quand même pas de danger terrible. Et après tout, ils peuvent aussi faire face au peuple ou à une partie du peuple qui s'exprime et peuple qui considère qu'il ne le représente peut-être pas tout à fait bien. Alors il y a des photos plus amusantes. Ce personnage assis dans le bureau de Nancy Pelosi, les pieds sur la table. Les pieds sur la table. Bon, c'est pas très très élégant, mais c'est amusant. Et puis l'homme à la tenue de bison et le drapeau confédéré. C'est la vieille histoire américaine qui ressort un petit peu, quoi. Alors Jean-Yves, là on a les images qui sont ce qu'elles sont, qui sont complètement hallucinantes, hein, faut l'avouer. Sur le fond, qu'est-ce que ça signifie cet envahissement du Capitole ? Si vous voulez, les médias sont très, très indignés de ce qui se passe, avec cette invasion du Capitole. Et étonnés même. Capitole, et étonnés, sans avoir vu depuis 2 mois que ça bouillait sous le couvercle de la marmite. Le couvercle de la marmite de la fraude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, indépendamment des gens qui ont envahi le Capitole, vous avez plus de la moitié des électeurs de Trump, beaucoup plus de la moitié des électeurs de Trump qui pensent que l'élection a été volée, et vous avez un petit tiers des électeurs de Biden qui pensent aussi que ça n'a pas été tout à fait régulier. Donc, c'est ça le vrai problème. Est-ce qu'ils ont raison de penser ça ? Alors, on ne va pas refaire la question de la fraude aux élections américaines, ce serait trop long. Nous pouvons envoyer ceux qui nous suivent sur de précédentes émissions où nous avons traité les arguments présentés par Trump et ses avocats sur l'existence d'irrégularités et de fraude. Moi, je me contenterai, là, le temps nous est compté, d'un seul argument. À ces élections, la moitié à peu près des électeurs ont voté par correspondance. Or, on sait que le vote par correspondance, c'est le vote qui permet toutes les manipulations et toutes les fraudes. Le vote par correspondance, il a été supprimé en France il y a 45 ans, avec un argument unique pour limiter ou tenter de limiter la fraude, parce que la fraude existe indépendamment du vote par correspondance, mais le vote par correspondance, c'est le facilitateur absolu de la fraude. Et d'ailleurs, il n'y a pratiquement aucun pays européen qui le pratique.
Et finalement, on retrouve un petit peu ce parti pris anti-Trump sur les ondes de France Info, avec ce dialogue entre Frédéric Carbone, qui est présentateur de France Info, et Jérôme Cartillier, qui est correspondant de l'AFP à la Maison-Blanche. On écoute ça tout de suite. Drôle de vote que celui qui se déroule en ce moment aux États-Unis, dans des grandes villes, des commerces, des bureaux, on tirait les rideaux, on se barricade, en craignant que le chaos qui a accompagné ces 4 ans de présidence de Donald Trump ne se poursuive dans la rue avec des partisans des 2 candidats qui n'accepteraient pas la victoire de l'autre camp. Et il adore le chaos, Donald Trump. Il adore ça. Il s'épanouit là-dedans. Il aime bien quand c'est confus, il aime bien quand c'est quand on a du mal à y voir clair. Oui, alors là il y a le parti pris. Trump aime le chaos, donc il crée le chaos. Effectivement, si vous acceptez la fraude électorale, ça se passe très bien. Il y a des gens qui ne partagent pas le point de vue de Donald Trump. Jean-Yves, ce sont les journalistes, journalistes français. Et bien, on va le voir avec cet extrait d'une émission où la médiatrice de France Info présente à un journaliste de la rédaction les questions des auditeurs. Eh bien, ce journaliste répond à une question sur le parti pris anti-Trump des médias français et notamment de France Info. Alors, je vais essayer d'être franc là-dessus. Qu'il y ait un consensus anti-Trump dans les médias français, ce serait sans doute malhonnête de le nier. On a affaire à un président américain souvent très sévère avec la presse, qui prend beaucoup de liberté, on va dire, avec la vérité, avec les vérités, avec les faits. Donc oui, le jugement porté sur la présidence Trump est parfois sévère dans les médias français, y compris à France Info. Soyons honnêtes, disons-le. Cela dit, on fait vraiment très attention à être le plus objectif possible quand on couvre les États-Unis. Alors ça, c'est intéressant parce que le gars nous dit, oui, il y a un parti pris anti-Trump dans les médias français, et y compris à France Info. Bon, on le sait, mais là, il le reconnaît. Alors il continue en disant, évidemment, il faut défendre la vérité, etc. Ben oui, mais la vérité, c'est la confrontation des points de vue. Et donc, il devrait y avoir dans les médias le point de vue critique de Trump, mais aussi le point de vue de Trump ou des Trumpistes. Voilà, c'est ça le pluralisme. Mais ça, c'est pas possible pour eux. Enfin, en tout cas, il avoue qu'on a des médias complètement univoques. Ce qui est quand même incroyable. Heureusement, il reste TV Liberté, Jean-Yves. Oui, il reste TV Liberté, absolument. Jean-Yves, il y a donc eu une manœuvre, ou en tout cas, on va dire une omission, une occultation des médias américains par rapport à cette affaire Hunter Biden. Quel impact cette manœuvre a-t-elle eu sur les Américains? Est-ce que ça aurait changé les choses s'ils l'avaient su? Oui, je crois que ça a eu un impact important, puisque les sondages montrent que d'abord, une partie des électeurs démocrates, le tiers, je crois, 36%, oui, 36%. 36% ne connaissaient pas l'affaire, et qu'une partie de ces électeurs qui ne connaissaient pas l'affaire auraient retiré leur vote à Biden, exactement, soit pour voter pour Trump, soit pour s'abstenir, soit pour voter pour un autre candidat. Et au total, ça affecte 4,6% des électeurs de Biden qui auraient voté différemment, d'après les sondages, s'ils avaient été informés de cette affaire. Et 4,6%, c'est évidemment considérable, parce que dans 7 États, 8 États, eh bien, ça aurait changé le résultat final. Donc on voit bien que les médias ont fait l'élection de Biden. Ils ont fait l'élection de Biden par la diabolisation de Trump, par la censure de Trump, alors là, c'est autant les réseaux sociaux que les médias, et par le fait qu'ils ont protégé Biden des affaires qui pouvaient le gêner. Ce sont les médias. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les pays occidentaux, ce sont les médias qui font les élections. C'est extrêmement préoccupant parce que les médias, qui est derrière les médias? Eh bien, les grandes multinationales servies par un ensemble de journalistes de gauche ou d'extrême gauche. C'est l'alliance du grand capital et du progressisme de salle de rédaction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans l'article du Wall Street Journal qui a révélé cette affaire Hunter Biden, eh bien, on note
Les enquêteurs ont essayé de garder l'enquête hors de la vue du public dans les semaines précédant l'élection présidentielle, connaissant l'impact que leur travail pouvait avoir. C'est une source proche de l'enquête qui l'a déclaré au Wall Street Journal. Jean-Yves, ça vient conforter ce que vous venez de dire. Et on pourrait dire qu'à contrario, le parquet national financier multipliait les actes publics de procédure et les fuites de documents pour couler Fillon. Voilà, c'est très intéressant de comparer les deux affaires qui sont strictement comparables, puisque dans un cas, on a mis en cause Fillon à travers Pénélope, sa femme, pour une affaire oui, c'est pas comparable à ce niveau-là. 1 million. Et là, c'est Hunter Biden qui travaillait en liaison étroite avec son père pour des affaires qui concernent des dizaines de millions et probablement de la corruption avec des pays étrangers, l'Ukraine ou la Chine. Ouais, c'est pas du tout de même niveau, mais dans un cas, la justice et les médias instrumentalisent contre Fillon. Dans l'autre cas, la justice et les médias taisent pour protéger Biden. Cet appel de Charlie Hebdo, cette une, ensemble défendons la liberté, signé par de nombreux médias. Oui. Alors, ce que Le Monde traduit par l'appel des médias, alors il n'y a pas tous les médias, puisque certains médias ont été écartés. Je pense à Valeurs Actuelles, je pense à Présent, je pense à TV Liberté, je pense à Causeur et beaucoup d'autres. C'est-à-dire que tous les médias qui sont menacés dans leur liberté d'expression ne sont pas appelés à signer la pétition pour la liberté d'expression. Donc on voit déjà, c'est la liberté d'expression entre soi. Entre gens qui pensent la même chose, on défend la liberté d'expression. C'est exactement ce qui s'était passé en 2015 lors de l'attentat où on avait dit on est Charlie. On est Charlie, donc on est pour la liberté d'expression. Et en même temps qu'on disait, c'est très macronien, pré-macronien à l'époque, qu'on est pour la liberté d'expression, on expliquait, oui, mais pas pour toutes les idées, pour les bonnes idées. Et puis, ce texte, il est quand même très ambigu, parce qu'il nous parle à un moment des menaces contre la liberté d'expression, et cette fois par des idéologies totalitaires nouvelles, prétendant parfois s'inspirer de textes religieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a même pas le droit, ou qu'on ne s'autorise pas à nommer le fait que, effectivement, c'est l'islam, l'islamisation qui fait peser une grave menace, pas la seule d'ailleurs, sur la liberté d'expression. Honnêtement, cet appel, moi, m'inquiète. Parce que ça me rappelle, encore une fois, celui de 2015, où on parle de la liberté d'expression, mais c'est pas pour tout le monde. Et pour conclure cette revue de presse, on s'intéresse à cet article de Marianne, multiculturaliste contre universaliste, de Libé au Monde, fracture dans les rédactions de gauche. Donc déjà, on admet que Le Monde et Libé sont des rédactions de gauche. Dans Libé, ça ne nous surprend pas. Dans Le Monde, ça ne nous surprend pas non plus, mais ça fait toujours bien de le dire. C'est bien de le dire, oui. Voilà. Et dans cet article, on peut lire la période est très tendue, confiait cet été un journaliste de Libération. On a des tensions entre nous, c'est fracturé, abondait une consoeur du Monde. Et la discorde porte sur le féminisme, les minorités, l'islam, avec d'un côté la nouvelle génération qui aurait tendance à confondre journalisme et militantisme. Allons bon. Et de l'autre, les seniors accusés d'entretenir à leur profit des schémas de domination. Et on voit par exemple bien que dans les rédactions de gauche, le courant multiculturaliste aurait pris le dessus, selon Marianne, avec notamment par exemple un journaliste du Monde à l'ancienne qui n'aurait pas digéré un portrait dédié à Assa Traoré, qui avait fait la couverture du magazine Le Monde. Selon lui, c'est un papier qui n'offrait sciemment aucun contrepoint autre que celui fourni par, je cite, la nébuleuse d'extrême droite, ce qui revient à disqualifier toute contre-enquête. Et un journaliste de Libération abonde. Il faut aller chercher dans Valeurs Actuelles ou dans Le Point des informations manquantes dans Le Monde. C'est pas très nouveau. Je pense que les journalistes du Monde et de Libération ont toujours été militants. Simplement, le militantisme a changé. On a aujourd'hui un militantisme diversitaire chez les jeunes générations. Et on avait plutôt un militantisme antiraciste, universaliste chez la vieille génération. Voilà. Ils se bagarrent. Ouais, c'est triste, ça nous peine beaucoup. Ça nous fait de la matière, donc on est content. Le politologue et journaliste Olivier Duhamel est accusé d'être un pédocriminel par sa belle-fille Camille Kouchner, fille de Bernard Kouchner. Selon elle, Olivier Duhamel a régulièrement violé son frère jumeau alors qu'il avait
12 ans. On l'apprend dans son livre bientôt publié, mais aussi dans un article du Monde d'Ariane Chemin, Olivier Duhamel, L'inceste et les enfants du silence. On peut lire dans cet article une citation de Camille Kouchner. « Je ne révèle rien dans ce livre, tout le monde sait. Tout le monde, non, renchérit Le Monde, mais un bon nombre d'amis du couple, figure de la bourgeoisie intellectuelle parisienne, en parlant d'une véritable omerta. » Olivier Duhamel, c'est pas n'importe qui, c'est un homme qui est au cœur des pouvoirs, au cœur du pouvoir, au cœur des pouvoirs, parce qu'il est universitaire, enseignant à Sciences Po, président de la Fondation nationale des sciences politiques, directeur de collection chez des éditeurs. Il est homme politique parce qu'il a été au Parti socialiste pendant de longues années, député européen pendant 7 ans, je crois. Journaliste. Il est journaliste, il est sur un certain nombre de médias, notamment les médias du groupe Lagardère. Europe 1 et LCI. Europe 1 et LCI. Et donc, il est au cœur de tous les pouvoirs. Il est tellement au cœur de tous les pouvoirs, c'est qu'il est même le président du siècle, qui est le club de pouvoir français, le Davos français. Voilà. Donc concrètement, c'est un club extrêmement fermé qui regroupe pour des déjeuners ou des dîners plus exactement tous les grands oligarques français. Okay. Des médias, des entreprises, de la presse et de la politique. Voilà. Et Duhamel, il est dans tout ça. Il est au cœur de tout ça. Il est président de tout ça. Donc, c'est pas une bavure du système, à l'intérieur du système. Il est au cœur du système. On retrouve les Gilets jaunes, Jean-Yves, qui ont fait leur retour dans les rues de Paris et de province, avec une mobilisation évidemment moindre qu'auparavant, mais qui existe quand même, et avec le retour aussi des intox médiatiques. Là, toujours aussi fort. Ils sont toujours présents. Ils restent en forme, là. Ils sont au même niveau qu'avant, avec ce sondage présenté par Le Parisien, Ouest France ou encore BFM, comme démontrant que seuls 10% des Français se sentaient proches des Gilets jaunes. Oui, alors en fait, il y a 10% des Français, dans le sondage, 10% des Français qui se sentent Gilets jaunes. Et 41% qui se sentent proches des Gilets jaunes. Et on change le terme et on dit 10% des Français sont proches des Gilets jaunes. Non, c'est pas 10%, c'est 51%. 10% qui se sentent Gilets jaunes, 41% qui se sentent proches. Et donc là, on est dans un bobard à l'état brut, à l'état pur. Et je serais tenté de dire un bobard voulu. Parce que c'est Le Parisien qui a commandé le sondage à l'IFOP. C'est la chef adjointe du service politique du Parisien. Jannick Halimi, qui est candidate au Bobard d'Or, je le dis tout de suite, bravo. Ouais. Qui trafique les chiffres. On ne peut même pas dire là qu'ils ont recopié de travers l'AFP. BFM recopie ensuite Le Parisien. Mais là, on est dans le bobard à l'état pur. On fait un sondage, la réponse ne convient pas, on trafique la présentation. Nouveau directeur de la rédaction à Libération, en la personne de Dov Alphon, qui prend la direction de Libération. Et Jean-Dominique Merchet tweet « Le journaliste franco-israélien prend la direction de Libé, ancien de Haaretz, un média de gauche. Il a fait son service militaire dans le renseignement de Tzahal et a publié un thriller. » Donc on voit, Jean-Yves... Alors, c'est assez intéressant. Il y a deux choses dans le profil de ce franco-israélien. Il y a le fait qu'il a été à Haaretz, qui est un grand journal israélien de gauche. Vous me direz, pour aller à Libé, c'est pas incompatible de venir d'un journal de gauche. Et puis la gauche israélienne, c'est pas exactement la même que la gauche française, par ailleurs. C'est pas la même chose, c'est sûr. Il y a tout de même le tweet de Merchet, qui est un spécialiste de défense, un journaliste spécialiste de défense. Il souligne le passage par les services de renseignement de Tzahal. Alors, quand on est dans les services de renseignement, on y est un jour, on y est pour la vie entière. Et donc, c'est pas tout à fait neutre qu'un homme qui vient des services de renseignement d'un pays étranger soit à la tête d'un grand média. Je vous laisse deviner ce qu'on dirait si on nommait, je sais pas moi, à la tête du Figaro ou du Parisien, un journaliste franco-russe qui aurait servi dans le GRU ou le FSB. Enfin, c'est impensable. Ça serait incroyable. Bon, c'est tout. Faut comparer les choses. Encore une fois, c'est Merchet qui le dit. Enfin, il le dit à sa manière, c'est-à-dire subtil, mais enfin, il le dit.
Le Parisien qui écrit « Un homme poignardé en gare du Nord » et qui écrit dans son article « Atteint à la gorge », en parlant donc de la blessure, une blessure qui irait du menton à l'oreille. Jean-Yves, on peut quand même se dire que ce sont des mots un petit peu légers pour caractériser la réalité. Le mot français, le mot habituel, le mot normal, c'est égorgement. Et le mot égorgement, les médias mainstream détestent l'utiliser parce que ça évoque trop l'origine, implicitement ça évoque l'origine des égorgeurs, la méthode des égorgeurs, et donc on évite d'employer le mot. Alors, autre manipulation, eh bien, c'est la mise en avant d'éléments ethniques. Voici ce qu'écrit Le Parisien sur le profil de la victime et sur le profil de l'agresseur. La victime est un demandeur d'asile afghan, l'agresseur est de type européen. Donc ça, c'est dans un premier temps, et donc on a ces origines ethniques qui apparaissent. Sauf que le lendemain, eh bien, des informations complémentaires arrivent, et finalement, le suspect est décrit comme asiatique par les témoins oculaires, rapporte Aziz Zemmouri, qui est journaliste. Il pourrait s'agir d'un Afghan tadjik ou hazara. Donc Jean-Yves, on voit que l'origine ethnique est mentionnée avant d'être un petit peu nuancée. Oui, alors c'est assez curieux d'ailleurs. Moi j'avais été surpris parce que d'habitude on ne donne pas l'origine ethnique. Là en l'occurrence on la donnait puisque d'après les premières informations qui étaient fausses, l'agresseur, l'égorgeur était européen. Voilà. Et donc on voit très bien quand même le deux poids deux mesures journalistique où on ne donne pas l'origine ethnique sauf quand ça peut être un Européen le coupable. En l'occurrence c'était même pas le cas. Mais on l'avait donné. Et on peut rappeler à ce propos, pour appuyer un petit peu votre thèse, eh bien, que le Parisien est coutumier, ou en tout cas a déjà réalisé une manipulation de ce genre, puisque ce mois de juin, il y a eu une attaque au couteau à Glasgow. Et là encore, le Parisien avait évoqué l'origine ethnique de l'agresseur, un homme blanc, selon eux. Bon, il s'était avéré que c'était faux par la suite. Donc, encore une fois, on mettait en avant l'origine ethnique quand il s'agit d'un homme blanc, et encore une fois, c'était une erreur du Parisien. Voilà, encore que ça pourrait arriver malgré tout, et ça doit parfois arriver, mais là, effectivement, c'est une erreur répétée. Alors, c'est une erreur répétée, un peu toujours avec le même... journaliste, non, on va pas dire journaliste, le même propagandiste, qui est monsieur Jean-Michel Descugis, qui est l'auteur de cet article. Auteur de cet article, auteur de ce bobard, qui a déjà été plusieurs fois titulaire des bobards d'or. C'est lui qui avait annoncé lors des attentats de 2012 que la piste privilégiée, c'était la piste néo-nazie. Il avait même mis en photo des militaires, des anciens militaires, bras tendus. En fait, c'était l'islamiste Merah, donc il avait intoxiqué massivement l'opinion, sans doute pour le compte d'ailleurs de la préfecture de police. C'est une opération de manipulation. C'est une hypothèse, mais qui n'est pas avérée. Qui a été quasiment reconnue par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Donc je crois qu'on peut dire que c'est une hypothèse plus qu'avérée. Il nous a ensuite sorti, nouveau bobard d'or, que Xavier Dupont de Ligonnès... Alors, Xavier Dupont de Ligonnès, c'est extraordinaire parce que c'est un meurtre familial entre blancs, enfin, dans l'hypothèse qui est retenue. En tout cas, une disparition qui a suivi un meurtre en série. Alors ça plaît bien parce qu'en plus, c'est une famille à particules, catholique, donc c'est formidable. Donc, on a remis l'affaire sur le devant des médias quand on a soi-disant arrêté ce Xavier Dupont de Ligonnès en Écosse. Le malheureux qui a été arrêté n'avait absolument aucun rapport avec Xavier Dupont de Ligonnès. Mais c'est encore monsieur Jean-Michel Descugis qui a fait cela. Alors, monsieur Jean-Michel Descugis, c'est le responsable, le rédacteur police-justice du Parisien. Si malgré toutes ces erreurs, il est maintenu en place, ce n'est pas à cause de ces erreurs, malgré ces erreurs qu'il est maintenu en place, c'est grâce à ces erreurs, car il a la fonction de désinformateur. Voilà. Et je crois que le Parisien, en gardant M. Descugis à la place qu'il a, avoue officiellement qu'il est un journal de désinformation. Est-ce qu'on peut dire que, globalement, cet ensauvagement, il est finalement en train d'être reconnu par les journalistes ? Oui, encore une fois, la pression de la réalité... la pression de l'information alternative, la pression des réseaux sociaux fait qu'il devient difficile de le cacher.
Hein. Et puis en plus, nous sommes dans un monde où il y a de plus en plus de gens qui sont victimes de cette violence. Hein. Ouais, et y compris les journalistes, puisqu'on a par exemple cet exemple, Bruno Derrien, consultant RMC, qui a eu sa voiture abîmée par les fameuses racailles sur des Champs-Élysées. Donc effectivement, quand la violence arrive jusqu'à soi, finalement, on la voit tout d'un coup. Hein, oui, c'est bien que les bobos se fassent un peu prendre à partie. Vous savez, la blague qu'on disait, quelle est la différence entre un libéral et un conservateur ? Un conservateur, c'est un libéral qui s'est fait cambrioler. Voilà, là, peut-être que ça peut contribuer à la prise de conscience de certaines réalités. Bon, en tout cas, il y a des signes qui montrent que l'occultation médiatique peut peut-être avoir du plomb dans l'aile. Cette énorme manipulation de BFM, dans la vidéo qui suit, vous entendrez un policier qui reprend les paroles d'une infirmière agressée dans un bus. La première version est celle diffusée par BFM. La deuxième version, plus complète, vous allez le voir, est celle diffusée par RMC. J'ai été violenté par deux individus qui m'ont sauté dessus, pieds joints sur le visage. J'ai été violenté par deux individus de type africain qui m'ont sauté dessus, pieds joints sur le visage. Un magnifique exemple de censure à la soviétique. On coupe ce qui peut être dérangeant. Donc, puis peut-être qu'on va nous dire que c'est une incivilité. Hein. Je rappelle que les plus hautes autorités de l'État ont déclaré que lorsque le conducteur de bus a été assassiné de fait par des racailles, c'était une incivilité, avait dit le porte-parole du gouvernement. Bon, donc, je veux dire, là, nous sommes dans la censure pure et dure. Voilà, je rappelle que les médias fonctionnent en cachant les faits qu'ils considèrent comme politiquement incorrects. Ça s'appelle de la censure. Ce qui a agité, Jean-Yves, les médias français ces derniers jours, c'est l'affaire biélorusse, avec un opposant qui a été arrêté à l'aéroport de Minsk après un atterrissage d'urgence d'un vol qui reliait deux pays de l'Union européenne qui survolaient la Biélorussie. Une manœuvre un petit peu spéciale, effectivement. Les médias se sont révoltés. Loukachenko a franchi une certaine ligne, donc c'est le titre du Monde qui reprend des paroles d'opposants en exil. France Info qui fait un direct sur la Biélorussie, Emmanuel Macron dénonce un acte inacceptable. L'éditorial du Monde, Biélorussie, l'impunité n'est plus une option. Avec ces propos, l'opération biélorusse, soutenue par Moscou, fragilise un peu plus un système juridique international constamment attaqué par les régimes autoritaires. S'il veut préserver un minimum d'ordre sur la planète, le monde démocratique se doit de réagir avec fermeté et unité. L'impunité n'est plus une option. Voilà l'éditorial du Monde. Ça, c'est un petit éditorial bien va-t-en-guerre. Hein. Non, mais c'est fou. Bien va-t-en-guerre. Alors, on a d'autres papiers partout sur la Charente Libre. Il y a eu un édito, donc ça, c'est pour la PQR. L'opinion libérée, Roman Protasevich, qui est l'opposant. Bref, Jean-Yves, ça a été un émoi journalistique total. Oui, alors on n'a pas du tout eu le même émoi en 2013, quand l'avion, là, c'était pas l'avion d'un kidam, l'avion du président bolivien, du président de la Bolivie, a été interdit de survol d'un certain nombre de pays, dont la France, et détourné, dont la France, parce qu'il venait de Moscou, et il était soupçonné d'avoir à son bord Snowden, le dissident Snowden, était soupçonné d'être au bord de cet avion, donc la France a interdit le survol parce qu'elle craignait que le président se pose et que Snowden demande l'asile. Alors si un type qui mérite l'asile se met à demander l'asile, alors c'est pas possible. Non mais quand on y réfléchit, c'est incroyable parce que on a frontière ouverte pour le moindre Africain subsaharien qui vient se toquer à la porte, on lui ouvre les portes en grand. Mais alors le dissident réfugié en Russie, on ne veut pas qu'il demande l'asile. C'est incroyable. Ouais. Alors, et donc l'avion a été finalement obligé a été détourné sur l'Autriche, où il a dû se poser parce qu'il ne pouvait pas ensuite avoir assez de carburant pour traverser l'Atlantique. Avion fouillé. L'avion du président, contrairement à tous les usages diplomatiques, avion fouillé, bloqué pendant 12 heures. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas trouvé Snowden, qui prudemment est resté en Russie. Et honnêtement, on lui conseille de rester en Russie. C'est un pays où il est en sécurité, alors qu'ailleurs, il risquerait de finir dans les geôles américaines. En tout cas, c'est sûr que les médias en avaient fait beaucoup moins à l'époque que ce qu'ils font aujourd'hui pour la Biélorussie.
Donc on voit bien une tentative classique de dévalorisation, de diabolisation. Alors on va voir un autre rôle des médias, outre la diabolisation, c'est un peu le soutien au pouvoir. On va le voir avec cette vidéo dont les commentaires sont vraiment hallucinants. Il s'agit d'une vidéo de BFM TV, on est en direct le 8 mai, avant donc la parution de la deuxième tribune des militaires d'Active. C'est important de le noter pour bien comprendre les commentaires et bien comprendre à quel point ils sont ridicules. On va regarder la vidéo tout de suite. Vraiment une volonté de cette image de cohésion entre les militaires et le chef des armées, le chef de l'État. Donc, sans doute pour essayer de mettre un terme à toute cette polémique qui... Elle est forte cette image, hein. Oui, parce que est totalement inhabituelle. C'est la première fois qu'on le voit. Dans les cérémonies précédentes du 8 mai, il y a eu ce type de scène. C'est tout à fait... On voit très bien le signe politique et symbolique qui est donné là. C'est une évidence qu'il s'agit de réagir à ce que une minorité de militaires ont voulu faire penser. Et je pense que pour c'est un message pour l'opinion surtout. Pour l'opinion, mais pour l'institution militaire aussi, de réaffirmer son unité et son lien avec le pouvoir politique. Et ceux qui filment cette cérémonie ont parfaitement compris l'importance de cette symbolique, parce qu'évidemment, cette plongée est juste au-dessus de ce cercle. Le chef de l'État, avec ses chefs d'état-major autour de lui, bien sûr, est particulièrement éclairante. C'est l'active, c'est là où est l'active. Voilà. Ceux qui ont signé cette tribune ne font pas partie de l'armée. Voilà où se situe le pouvoir auprès des militaires d'Active autour du chef des armées. C'est ça la symbolique de cette image. Envoyée en tout cas. C'est le premier cercle. Le premier cercle, voilà. Bah, écoutez, oui, c'est une très belle photo de propagande. C'est une plongée. Nous sommes en Corée du Nord. Hein, le dictateur coréen aime bien se faire photographier avec des militaires. Bon. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces images. Moi, ce qui me frappe d'abord, c'est qu'il n'y a personne. C'est une célébration de la victoire où il n'y a personne. Le peuple n'est pas là. Ouais. Le peuple n'est pas là. On voit Macron tout seul avec des officiels. Alors, on vous répondra que c'est pour cause de Covid. Oui, bien sûr. Enfin, je conseille aux internautes d'aller regarder la cérémonie du 9 mai à Moscou, qui a une toute autre allure. Là, le président russe, il n'est pas tout seul, à l'évidence. Il est plutôt acclamé. Et en plus, il est acclamé, même s'il y a le Covid et même s'il y a des gens qui ont des masques. Bon, donc, ok. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est, vous avez écouté ce que disent les gens. Il faut faire cesser la polémique. Ces gens-là ne sont pas des militaires, n'est-ce pas? On est dans le déni le plus total. Pourquoi? Parce que les médias sont complètement pris à contre-pied. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on n'arrêtait pas de nous susurrer qu'il allait y avoir un virage sécuritaire dans le quinquennat Macron. Vous allez voir ce que vous allez voir, c'est lui qui allait maintenant ramener la sécurité. Manque de chance, il y a eu l'attentat de Rambouillet, il y a eu l'assassinat du policier à Avignon. Le climat va complètement à l'encontre du discours lénifiant du pouvoir et des manipulations médiatiques qu'il y avait autour. Ce qui est frappant, c'est que le cri d'alarme aujourd'hui, il vient de ceux auxquels on ne pensait pas fondamentalement. Il vient des armées, d'un certain nombre de responsables dans les armées. Bon. Donc l'autre élément, je rappelle, c'est que ces tribunes ne sont pas restées, comme ont l'air de dire les médias, dans un petit cercle d'individus limités. Il y a plus de 3 millions de vues sur le site Place d'Armes. Et donc c'est un événement important. C'est un événement, je dirais qu'on assiste au déconfinement de la parole, là. C'est le déconfinement de la parole sur les questions de sécurité. Et c'est ça qui ne plaît pas, évidemment. Autre intervention sur cette question du lien entre immigration et terrorisme, celle de Gabriel Cluzel. Si on a un problème actuellement avec les migrants, il faut arriver au migrant zéro, là, parce que pour un principe de précaution. Pas pointer du doigt tous les migrants. Non, mais arrêtez, il ne s'agit pas de pointer du doigt tous les migrants. Là, quand vous êtes chez vous, que vous recevez des invités, si vous avez un problème avec un certain nombre d'invités, par respect, pour la sécurité de vos enfants, vous dites, pendant un certain temps, je ferme la porte. Voilà, point. Puisque je n'arrive pas à gérer mes invités à l'intérieur. Donc, si les migrants sont pointés du doigt, c'est pas à cause des Français, c'est à cause de ceux parmi les migrants qui se comportent mal. Bravo à Gabriel Cluzel pour cette mise au point carrée. Alors, on va faire un peu de statistiques. Avec l'aide d'ailleurs de Damien Rieu, qui a recensé tous les acteurs du terrorisme depuis 2015. Et il en a recensé 42.
42, dont 4 Français convertis, dont l'Antillais Michael Harpon. Voilà. 4 Français convertis sur 42, donc le lien avec l'immigration, il est absolument évident à 90%, et même à 100%, puisque le Français converti, c'est quelqu'un qui a été converti par des immigrés musulmans. Oui. On a un autre chiffre, qui est celui d'une étude de l'IFRI, oui, l'Institut français de recherche internationale, qui montre que 82% des terroristes dont ils ont analysé le parcours sont nés de parents étrangers, nés à l'étranger. Vous me direz, il reste 18% de parents nés en France, sauf que dans ces 18%, il y en a beaucoup qui sont eux-mêmes issus de l'immigration. Donc on voit très bien que c'est une des conséquences de l'immigration. C'est évidemment pas la seule, c'est une conséquence comme la délinquance, comme le délabrement scolaire, comme les problèmes de logement. Voilà, c'est une conséquence parmi d'autres. Grave évidemment. Alors pour l'IFRI, le facteur migratoire joue un rôle important dans le phénomène djihadiste. Oui, moi je dirais même un facteur, un rôle essentiel, voire exclusif, puisqu'encore une fois, les convertis, ils ne viennent pas de nulle part, ils sont convertis par des gens qui viennent d'ailleurs. Et face à ces 3 journalistes, Emmanuel Macron a parlé plus de 45 minutes de la question des violences policières. Il a ainsi évoqué la question des contrôles au faciès. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. Beaucoup plus. Et encore plus quand on est d'ailleurs souvent un garçon. On est identifié comme étant un facteur de risque, de problème, et que c'est insoutenable. Et donc ce qu'on va mettre en place à partir de janvier prochain, c'est 2 choses. D'abord, un grand sondage, comme l'ont fait les Britanniques. SOS Racisme l'avait proposé d'ailleurs il y a quelques mois. Et on a trop tardé à le faire, ils avaient raison. La deuxième chose sur les contrôles, c'est qu'on va mettre en place une plateforme nationale avec un numéro d'appel, la possibilité de signaler, et ce sera géré par l'État, le défenseur des droits et des associations compétentes en la matière, en particulier la LICRA. Bon, alors le contrôle au faciès, d'abord, c'est une blague. Dans les quartiers de l'immigration ou dans le 93, il n'y a pas besoin de faire un contrôle au faciès. Vous trouvez forcément des musulmans, des arabes, des africains, puisque pratiquement une grande partie des blancs sont partis. C'est ce qu'on appelle le white flag. Donc, le contrôle au faciès, c'est pas très, très sérieux comme argument. Puis maintenant, si on regarde les chiffres, je vais les citer rapidement, mais je vous renvoie à Je réinforme, qui fait une étude extrêmement précise là-dessus. Les étrangers, officiellement, en France, c'est 6% de la population. 16% des homicides, 30% des vols avec violence. Ouais. Donc logique qu'ils soient plus interpellés que les autres. Ça, c'est des étrangers. On ne parle pas de la deuxième génération. Hein. Alors, la deuxième génération, dans les quartiers de l'immigration, il y a une étude qui a été faite à statut social égal. Pas qu'ils soient plus pauvres que nous. À statut social égal, eh bien, la participation aux actes de la délinquance est de 3 à 4 fois supérieure pour les Noirs que pour les Blancs, pardon d'utiliser la terminologie que je suis bien obligé d'utiliser, et 2 fois plus pour les Maghrébins, à statut social égal. Bon, et encore, on parle dans les quartiers où il y a effectivement les gros problèmes. Dernier élément, c'est la conséquence de tout ça, c'est que à peu près 70% de la population dans les prisons françaises est issue de l'immigration et pour plus de la moitié musulmane. Bon, voilà. Alors après, les policiers, faut bien qu'ils interpellent ceux qui doivent le plus être interpellés. Et d'ailleurs, la Chambre des Lords en Angleterre, dans les années 2000, à la fin des années 2000, avait condamné la police parce que pour améliorer leurs statistiques et éviter l'accusation de faciès, ils interpellaient aussi ou ils surveillaient l'identité de femmes blanches âgées. Sauf que la probabilité que la femme blanche âgée soit délinquante est un peu plus faible que l'homme noir jeune. Voilà, c'est comme ça.
Et donc, c'est totalement, cette affaire de faciès, c'est un scandale absolu.